Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. 472 maires et 39 présidents de conseil départemental reçus par le président de la République. Ces derniers ont signé une pétition pour une troisième candidature du président de la République. Le chef de l'État promet de répondre ce lundi 3 juillet. La convergence debout pour la République, entité de la société civile, propose un report de la présidentielle de 2024. C'est pour permettre, selon ses membres, à tous les candidats de participer à l'élection. Et puis la rubrique portrait du jour part à la rencontre d'un jeune slameur à Saint-Louis, Ahmadou Bamba, dit plume perdue, met sa plume et sa voix au service de sa ville natale, Saint-Louis. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République de retour à la Mecque a reçu cet après-midi au palais présidentiel 472 maires et 39 présidents de conseil départemental. Ces élus ont signé une pétition pour réclamer une troisième candidature du président de la République en 2024. L'analyste politique Babacar Diouf estime qu'il s'agit plutôt du président de la coalition Benno Bokk Yakaar et qui parle à ses lieutenants politiques. Le chef de l'État promet d'ailleurs de répondre à cette question lors de son adresse à la nation ce lundi 3 juillet 2023. Je vous propose de suivre les explications de Babacar Diouf, analyste politique. Il est interrogé par Baba Ndiaye. Oui, je pense que c'est le président de Benno Bokk Yakaar qui va recevoir les membres de Benno avec qui il avait été aux élections municipales et départementales. Et ça, c'est tout à fait logique que dans son camp, que ses partisans puissent lui demander de se présenter à la prochaine candidature. Donc, à mon humble avis, il n'est pas interdit qu'un partisan puisse donner son avis et essayer d'influer sur la balance, parce qu'en définitive, le président avait dit qu'il allait se prononcer après la Tabaski, mais là, on est arrivé dans la période. Il revient, on lui met une pétition pour conforter un camp, mais la décision finale reviendra au président. Ça, c'est faire de la météo, mais le président lui-même, en 2019, avait bien dit que de toute façon, l'un ou l'autre choix aurait un impact. S'il disait qu'il ne serait pas candidat, ça allait démoraliser son camp. Et s'il déclarait sa candidature, ça allait susciter des manifestations. Donc le président, il est déjà conscient de la situation politique dans laquelle nous vivons et il prendra certainement position à partir de ses convictions personnelles, parce que nul ne peut entrer dans son esprit et dire voilà ce qu'il a comme décision. On va juste attendre, mais comme les fois passées, je crois que c'est un acte de plus, mais qui ne sera peut-être pas déterminant dans le choix du président. Pendant ce temps, des acteurs de la société civile lancent la convergence debout pour la République. L'organisation veut être une sentinelle pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. Sur la situation politique du pays, la CDL veut un dialogue inclusif et propose d'ailleurs le report de la présidentielle. C'est pour permettre, selon ses membres, aux différents candidats à l'élection présidentielle de pouvoir participer. Djibril Gueye est l'initiateur de la convergence debout pour la République. Il est ici au micro de Babacar Seck. Et donc nous sentons aujourd'hui qu'il ne faut pas juste nous parler de la succession du président de la République, de son mandat, qui sont réglés par ailleurs par des textes. Mais parlons aujourd'hui du Sénégal en général. Un dialogue inclusif doit pondre des conclusions englobant les problèmes du Sénégal en général, pas seulement les problèmes d'élection. Qui sera le prochain candidat crédible, mobilisateur, ancré politiquement dans ce pays-là pour succéder à l'actuel président de la République? Donc seulement les élections dans 8 mois ne restent pas une solution, parce qu'on n'installe pas la paix sur une pétrolière. Le Sénégal est dans cette situation de désorganisation
à tout point de vue. La désobéissance, on le sent. Réfractaire aux lois, on le sent. Des accusations portées sur la justice, on le sent. Et on le vit tous les jours. Le pillage, on le sent. Donc il y a autant d'éléments aujourd'hui qui doivent être revus. Nous préconisons qu'il y ait cette réflexion-là d'abord. C'est ça que j'ai dit. Il faut dans un premier temps qu'il y ait un dialogue inclusif. Un. Deux, s'il le faut, que ces élections-là reculent. Donner du temps aux Sénégalais de donner des solutions durables et à tous les niveaux. La vidéo est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on y voit une voiture réduite en cendres. Il s'agit de la voiture de Hamidou Dat, membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Hamidou Dat n'exclut pas un incendie criminel. Le secrétaire général du parti Crédit compte d'ailleurs porter plainte. Je propose de l'écouter. À 4 heures du matin, que des voisins sont entrés me réveiller pour me dire que ma voiture en bas est en train de prendre feu. Voilà, bon, je suis descendu avec ma famille, avec les voisins. On a tout fait pour arrêter les flammes. On n'a pas pu. On s'est rabattu sur les sapeurs-pompiers qui sont venus quelque temps après pour pouvoir arriver au bout de cet incendie. Donc, oui, à cette étape-là, je pense qu'aucune hypothèse n'est à exclure parce que d'abord c'est ma voiture professionnelle avec laquelle je vais travailler tous les jours et donc je travaille avec ma voiture jusqu'à mardi 17h. Et j'ai libéré mon chauffeur pour qu'il aille passer la fête chez lui et qu'il me gare la voiture à l'endroit habituel. Elle n'a été ni allumée ni bougée d'un seul mètre. Il est resté là. Et donc, c'est difficile de pouvoir comprendre qu'une voiture qui est restée 4 jours sans être allumée puisse avoir un court-circuit. Bien que c'est pas exclu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça paraît moins plausible. Voilà, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait appeler un huissier qui a fait le constat. La gendarmerie aussi est venue faire le constat. Je suis en train de préparer une plainte contre X pour déposer tout ça au niveau des services compétents. À Sédhiou, la circulation des voitures est perturbée après les fortes précipitations qui ont porté un pont à Saré Alkali. Les habitants de cette localité sont inquiets. Bouye Diallo, qui est adjoint au maire de Bokal, donc revient sur les circonstances de ce sinistre. Je vous propose de l'écouter. Oui, bien sûr, parce que hier nuit, on a reçu une forte pluie. Vous savez, à l'entrée, pour quitter Ziguinchor, pour accéder vers la frontière Gambie, à l'entrée de Saré Alkali, à 300 mètres, il y a un grand pont qui était là-bas. Bon, la rescue, finalement, bon, ils n'ont pas pu terminer les travaux, mais aussi encore, le pont qu'on a mis là-bas est un peu étroit. Parce que chaque année, la pluie passait là-bas. Quand ça pleut, bon, il y aura beaucoup de pluie. Ça allait passer sur le goudron, quoi. Mais finalement, ça, c'est complètement gâté. Aucun véhicule ne peut traverser. Oui, c'est complètement bloqué. Si ça repleut encore, on risque de ne pas accéder de l'autre côté, quoi. Oui, mais finalement, ça, le préfet était présent. Le préfet, le sous-préfet de Bogal était présent. Oui. Et même aussi le chef du village de Saré Alkali était présent là-bas. Maintenant, on dit que l'autorité n'a qu'à le plus rapidement possible nous aider. Sinon, ça risque complètement d'amener beaucoup de dégâts, quoi. Mais présentement, les véhicules commencent à traverser petit à petit. Mais les gros porteurs là, vraiment, bon, c'est pas sûr, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Si les gros porteurs ne cessent pas de passer là, ça risque d'amener d'autres choses puisqu'ils vont essayer de foncer là-dedans. Justement, après une intervention, des ouvriers appelés en urgence, le trafic a repris à Saré Alkali, mais les gros porteurs sont toujours coincés dans cet axe situé bien évidemment à Saré Alkali. Parlons tout à fait d'autre chose. La Société nationale de gestion des déchets a déployé 500 agents dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane pour nettoyer les différentes artères de ces villes. La SONAGED
veut éviter le surplus de déchets. Donc, après la fête de Tabaski, Kork Sek est la coordinatrice régionale de la SONAGED. Elle est interrogée par nos correspondants permanents à Thiès, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Donc, comme on a l'habitude de le faire chaque année, donc à chaque fête religieuse, donc l'UCG, SONAGED, donc mobilise ses moyens et ses agents pour nettoyer surtout les lieux de forte production, à savoir les marchés, les gares routières. Donc cette année aussi, on n'a pas dérogé à la règle. Donc nous avons mobilisé du personnel et du matériel pour vraiment nettoyer de fond en comble le marché central de Thiès, le marché Moussanté et le marché Grand Thiès. Cette année, il y a une particularité quand même, parce que d'habitude, on mobilisait seulement les agents de la SONAGED. Mais cette année, le DG vraiment a voulu innover. Donc, avec la participation de citoyens simples qui ont bien voulu se joindre à nous, donc pour nous aider, pour nous accompagner à nettoyer. Donc, et ce geste-là, l'UCG a débloqué quand même un budget pour les remercier, je dirais, que le travail a commencé depuis ce matin. Donc, nous avons mis en place des circuits spéciaux Tabaski. Donc, il y a beaucoup de quartiers qu'on a desservis aujourd'hui, à savoir la Rocade, la route de Saint-Louis, donc le quartier Mbour 1 et d'autres quartiers aussi qu'on a desservis pour pouvoir un peu soulager les populations à se débarrasser de leurs ordures. Donc, effectivement, nous avons des perspectives. Donc, on devrait même avoir un séance de travail avec Monsieur le maire de la ville de Tobago Diop, parce qu'on ne couvre pas tous les quartiers au niveau de Thiès. Donc il y a certains quartiers qui restent et là on est en perspective de voir comment, donc, voilà, comment faire pour enrôler tous ces quartiers-là pour qu'on puisse vraiment pouvoir assurer la collecte au niveau des 69 quartiers de la ville de Thiès. Yaya Zesbaldé, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, très préoccupé par les violences dans les stades, il invite les jeunes à être des ambassadeurs de la non-violence, mais également les politiques à soutenir la formation des jeunes. Je propose de suivre les explications de Yaya Zesbaldé. Il est interrogé par Seydou Diatta. Je pense que ce qui nous réunit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Par exemple, cette finale régionale-là, elle a réuni toutes les couches sociales de ce pays-là. Donc nous avons les politiques, nous avons les sportifs, nous avons la jeunesse, nous avons les femmes, tout le monde est là. Il faut que les gens comprennent que le sport est vecteur de paix, d'unité. Je peux donner l'exemple de la Palestine avec Israël. Je pense que ce qui a reproché ces deux États-là à un certain moment, c'est le sport. Donc pour y arriver, nous avons besoin que les politiques quand même accompagnent les structures de jeunesse pour la promotion des différentes disciplines et surtout vraiment contribuer à l'éducation des jeunes. Aujourd'hui, nous avons remarqué au niveau du Sénégal qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violence au niveau du sport. On a vu l'événement Pékin-Guédiawaye ici, le Guédiawaye Casa Sport, et je pense qu'aujourd'hui quand même le football ne mérite pas cette violence-là. Le sport est fait pour réunir, c'est l'union des cœurs et des esprits. Nous restons d'ailleurs à Kolda, où l'AC Sanankoro a décroché son ticket pour les phases nationales après sa victoire face à l'AC Diapsiala, un match âprement disputé entre les deux équipes. C'est ce que nous dit Seydou Diatta. Au coup de sifflet marquant la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux finalistes représentant respectivement le département de Vélingara et celui de Médina-Yoro-Foulah. L'épreuve fatidique va finalement tourner à l'avantage de l'ASC Sanankoro en bleu et blanc face aux visiteurs de l'ASC Diapsiala de Vélingara. C'est la loi du foot. Aujourd'hui, il fallait qu'on détermine un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur a été Sanankoro, le vaincu a été Vélingara. Donc là, on les félicite et nous encourageons nos poulains. Un match se gagne dans des détails. On a perdu par manque de concentration. Mais vous savez que bon, les gosses ont joué. En premier mi-temps, on a joué 40 minutes. En deuxième mi-temps, vous avez vu, par manque de temps, on a joué que 35 minutes. Mais pour le parrain, le professeur Serif Baldé, directeur général du CEREC, il n'y a pas eu de vaincu dans la mesure où le pari de l'organisation et de la mobilisation ont été remportés. Merci pour l'honneur qui est fait au département de Médina Yoro Foulah. Parce que c'est le département qui est honoré.
à travers ma modeste personne par cette désignation de parrain de cette édition de 2023. Et je vais terminer par dire à cette jeunesse de Médina Yoro Fula, à cette jeunesse de Vélingara, à cette jeunesse de Kolda, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant également. Il y a un seul gagnant et c'est la jeunesse de la région de Kolda. Sanankoro va donc représenter le département aux prochaines phases nationales. Mais d'ici là, il faut cultiver la paix et prêcher le civisme. Jeunesse de la région de Kolda, travaillons la main dans la main pour développer notre terroir, pour contribuer au développement de notre pays. Je connais votre engagement, je connais votre discipline, je connais vos talents, je connais votre détermination et c'est pourquoi je serai toujours à vos côtés. Et je le rappelle souvent, je vais le réaffirmer ici, comme notre premier parti, et on est tous d'accord ici, c'est le département de Médina Yoro Fula. Notre deuxième parti, c'est le Sénégal. Et ensuite viennent nos partis politiques. Vive la jeunesse et vive le sport. Quant aux futurs représentants de Médina Yoro Fula aux prochaines phases nationales, la doléance reste la modernisation du stade départemental pour rendre possible les matchs nocturnes. Seydou Diatta, la France frappée par une série de manifestations violentes après la mort d'un jeune de 18 ans tué par un policier. Une situation comparable à celle vécue au Sénégal en début de mois de juin, après la condamnation d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Hassan Diop, ancien journaliste à RFI, dénonce un traitement impartial des deux situations par les médias étrangers. Les propos de l'ancien journaliste à RFI sont recueillis par Alassane Samba Diop. Les événements survenus au Sénégal ont été rapportés par un certain nombre de médias français et occidentaux sans nuance et je dirais de manière borgne. Regard borgne, souvent de mise lorsque l'on traite en fait de l'actualité politique en Afrique. D'un côté, on pilonne sur le pouvoir en place, de l'autre, on se montre plutôt complaisant, ou en tout cas, avec l'opposition, on fait preuve de cécité. On refuse de parler notamment des questions de fond, y compris sur le plan factuel. De nombreux médias français dénoncent aujourd'hui une menace pour le pacte républicain ici en France face à cette vague de violence issue des cités. Mais lorsque le tenant de l'opposition au Sénégal appelle à l'insurrection, insulte à longueur de meeting et sur les réseaux sociaux les plus hauts représentants de l'État ou de notre justice, ou bien encore se lance dans une marche du sud du pays vers Dakar, la capitale, pour, dit-il, chasser le président de la République du palais présidentiel à la manière de la marche sur Rome du fasciste Mussolini, eh bien ce sont les autorités qui sont dénoncées car elles ont pris des mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Sans les appels répétés à des manifestations violentes dans notre pays contre des décisions de justice, le pays n'aurait pas connu ces 2 dernières années, ces tristes événements. Reste que le maintien de l'ordre en France comme au Sénégal ou ailleurs doit être proportionné, chose que d'ailleurs les Nations Unies ont rappelé cette semaine à la France. Une internationalisation de la violence. Voilà comment le président du mouvement Autre Avenir décrypte de son côté les émeutes en France après la mort du jeune Naël, selon Ibrahim Thiam. Ce qui pousse d'ailleurs les jeunes à se déchaîner contre l'échec politique. Ils estiment que ces derniers ne sont pas les seuls à avoir échoué d'ailleurs, car selon Ibrahim Thiam, les parents ont aussi raté l'éducation de leurs enfants. Ibrahim Thiam est également interrogé par Alassane Samba Diop. La France vient de vivre sa 4e nuit d'émeute après la mort du jeune Naël, tué par balle lors d'un simple contrôle routier, qui s'apparente d'ailleurs à une exécution. La réaction des jeunes ne s'est pas faite attendre, avec un triste bilan de blessés, d'incendies, de dégradation de biens publics et privés et d'interpellations. Autant de services publics qui vont impacter demain la vie quotidienne des familles les plus modestes, la rendant encore un peu plus difficile. Ces scènes de violence rappellent sans nul doute les événements du mois de juin au Sénégal, à la suite de la condamnation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avec en Suisse un lourd bilan d'une 20aine de morts. Doit-on nous s'interroger sur une internationalisation de la violence des jeunes âgés
de 14, 15, 16 ans. Comment en est-on arrivé là? Force est de constater l'inertie et l'incapacité depuis plus d'une vingtaine d'années des dirigeants politiques de tous bords à offrir un autre avenir plus prometteur à la jeunesse, mais aussi l'échec de l'éducation parentale. Dans les deux pays, aussi bien le Sénégal et la France, certaines cités ou banlieues sont devenues de véritables bombes à retardement, avec le trafic de toutes sortes qui fleurissent un peu partout, sans oublier un chômage endémique, source de désœuvrement. Comment, dans ces circonstances, s'étonner qu'une étincelle mette le feu aux poudres? Mais rien ne justifie pour autant les dégradations des services publics et des biens. Malheureusement, comme toujours, ce sont les plus modestes qui font les frais de ces scènes de violence. Voitures brûlées, les commerces, les supermarchés pillés, privant la population de ces quartiers de l'approvisionnement alimentaire de proximité. Il faudra demain payer tous ces dégâts. La facture sera considérable. Qui va payer? Nous tous, et ce sera au détriment de nouveaux équipements indispensables pour la collectivité. Oui, notre société est malade, gravement malade. Et il nous manque un médecin urgentiste pour la soigner et la guérir de tous ces maux. Or, c'est oublié, comme les individus, les sociétés, elles aussi, meurent un jour, faute de ne pas avoir répondu à ces souffrances. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique Portrait du jour. Le slam, une expression artistique qui allie avec dextérité la plume et la voix, attire de plus en plus de jeunes passionnés de lettres et d'écriture. À Saint-Louis, Ahmadou Bamba Dia, dit Plume Perdue, fait des merveilles avec sa plume. Ce jeune de 23 ans est déjà auteur d'un recueil de poèmes intitulé Poésie et prophétie. Le slameur met sa plume et sa voix au service de Saint-Louis, son terroir natal. Il est interrogé par Younes Agué. Politesse, authenticité, créativité, spiritualité définissent la personnalité de ce jeune au visage innocent mais à la plume aiguisée plus tranchante qu'un sabre de samouraï. Pourtant de la génération 2000, Khadim Bamba Dia suit sa voix et met sa voix au service des sans-voix. Saint-Louis, merveille, ville merveille de la vieille merveille, cette vieille mère merveille qui sur nous veille. Ô Saint-Louis, ville lumière, de ta lueur tu nous luis, de tes constructions tu nous éblouis, de ton climat nous avons la nostalgie Saint-Louis. Dans sa quête perpétuelle de savoir, l'homme prend sa plume, trace un sillon vers la lumière et se baptise Plume Perdue. Pourquoi Plume Perdue aussi? Parce que mes tout premiers textes, je les ai perdus. Et aussi, pourquoi Plume Perdue quand on traduit cela en Wolof? Je suis la plume perdue par mes prédécesseurs, les poètes qui m'ont précédé. Et cela se traduit à travers un style qui dévie les normes, faire fi des normes et non se fier aux normes. Donc un style de poésie qui est hybride, que j'ai appelé le Ndiakhas poétique. La Plume Perdue doit sa voix actuelle à sa maman, enseignante, qui l'a bercée avec un livre à la main. Mon rapport avec la littérature a débuté très tôt. Ayant une mère enseignante, donc elle m'a fait aimer la lecture. Et en découvrant les poèmes de Senghor, je me suis intéressé à la poésie. Mais ce n'est plus tard au lycée que j'ai commencé à faire du slam. Donc je dirais que mon rapport avec la poésie, avec la littérature, est venu de ma mère qui m'a très tôt initié. Ses sources d'inspiration sont nombreuses, insondables et sans limite. Je puise mon inspiration de partout et de nulle part, de l'enfant qui babille, de la lune qui embrasse le soleil, du vendeur de moulons qui crie Aïwahal, des impalpables petites choses comme l'aurait appelé Patterson. Par contre, jusqu'ici, ma plus grande source d'inspiration reste les yeux de ma mère. De 2019 à aujourd'hui, cette plume gagne en maturité et s'impose comme une ambassadrice de la ville tricentenaire qu'il représente fièrement à travers toutes les scènes. Mais nous sommes fiers, nous sommes émus de porter ce combat jusqu'ici parce que culturellement, Saint-Louis
fait face à beaucoup de difficultés, mais nous essayons en tant que jeunes de faire de notre mieux pour pousser la ville à travers notre art. Donc c'est une très grande fierté d'être ambassadeur de la ville. Après avoir conquis sa région, Plume Perdue devra défendre les couleurs de son art natal au prochain concours national de slam poésie qui mettra en concurrence les meilleurs slameurs des 14 régions du Sénégal. Ces belles femmes du Signar qui s'enjaillent au Takusanunda. Younoussa Gueye, merci et bonne chance à Ahmadou Bambadja dit Plume Perdue. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.